Bonsoir Essar. Bonsoir Tom. Alors Essar, nous arrivons au site rep numéro 65, nous sommes le 5 Oui, juillet 2019. On a un petit peu de retard parce que j'ai eu moi-même un emploi du temps assez musclé et donc j'ai pas pu consacrer d'une manière régulière mon temps à ces sites rep, sites rep sur la Syrie en particulier. Donc je prie nos vidéo spectateurs de m'excuser pour le retard sur le site rep et bien sûr de m'excuser auprès de vous, Essar, pour le retard pour le site rep oui, 65. de toute façon, nous, on était en contact et on savait qu'on allait être en retard. Donc voilà, c'est surtout auprès des téléspectateurs. Oui. Alors, je vous salue tous et bonjour, hein. Et donc, voilà, nous commençons d'abord par saluer aussi la lutte du peuple palestinien Oui. qui continue à se battre aujourd'hui et qui est en fait réellement l'objet de toutes les tous les complots, tous les plans. Donc ces 3 semaines ont vu se réunir le sommet de Bahreïn, où on voulait transformer la question palestinienne, la question d'occupation, d'usurpation de la patrie des Palestiniens, l'usurpation de leurs terres, l'usurpation de leurs droits. On voulait la transformer en petit deal commercial. Soi-disant, on va donner quelques millions de dollars sur 10 ans, quelques milliards de dollars sur 10 ans, pour construire la Palestine, pour construire comment dire, un port à Gaza, construire un aéroport, etc. Et quand on voit le calcul, c'est vraiment pas seulement, c'est en fait amadouer les gens en annonçant des grandes sommes, mais sur 10 ans. Les Palestiniens ont fait bloc, fort heureusement. L'ensemble des organisations palestiniennes se sont mises d'accord pour rejeter, et ils ont appelé les pays arabes à rejeter et à ne pas y aller. Mais enfin, quand même, les quelques pays qui y sont allés, c'était une très petite représentation au niveau du niveau de représentation. Mais en plus, donc, ce sommet de Manama a été effectivement un échec puisque ça s'est soldé par un rejet total de la totalité des organisations palestiniennes et du peuple palestinien qui continue à affirmer sa volonté de libérer ses terres et continue à vouloir se battre pour son indépendance, pour l'indépendance de la Palestine, pour la libération de ses terres et le droit au retour des réfugiés, mais surtout aussi sa présence en tant que peuple à part entière, et un pays à part entier, souverain et disposant de ses destinées, de son avenir et de ses décisions. Bon, donc bien sûr, échec total de cette conférence de Manama. Par la suite, donc aujourd'hui, on est vendredi, rappelez-vous. Oui. Aujourd'hui, donc, il y a les Palestiniens continuent comment dire, ils sont encore plus encore plus déterminés à lutter pour leurs droits et encore plus déterminés à continuer la lutte. Et là, aujourd'hui, la marche s'appelle avec notre unité, nous lutterons et nous ferons capoter tous les complots. Notre unité nous permettra de capoter tous les complots. Donc, et de faire capoter tous les complots. Donc, en fait, ils sont encore plus que jamais déterminés à continuer la lutte et plus que jamais unis dans cette lutte et vraiment
en fait, ils voient que de toute façon, il n'y a que cette voie pour recouvrer leurs droits et retrouver leur pays. Donc, de ce fait, je voudrais saluer tout le peuple palestinien, les saluer, leur dire, comme la Syrie l'a toujours été, la Syrie est à leur côté et d'ailleurs, tout ce qui est arrivé à la Syrie, c'était justement pour faire passer ce plan de destruction de la question palestinienne et d'enterrement, je dirais, de la question palestinienne. On a bien vu le Jérusalem qui a été décrété par Trump comme étant comment dire, la capitale d'Israël. On a vu que Trump a décrété aussi l'appartenance du Golan à Israël, et c'est n'importe quoi. Face à cela, d'ailleurs, les Palestiniens comme les Syriens ont aussi décrété que de toute façon, vous pouvez amener tous les colons israéliens chez vous en Californie si vous voulez. Vous pouvez leur donner les quantités de terre qu'il leur faut. Et vous pouvez leur donner aussi, les Palestiniens sont prêts à leur donner l'argent qu'ils peuvent récupérer en arrêtant de fumer un week-end, tous les week-ends. Donc, c'est ce qui équivaut à l'argent qui était proposé par les Américains pour la Palestine. Donc, Alors voilà, justement, ça fait partie des propositions et des contre-propositions et des choses qui ont été sérieusement évoquées par les Palestiniens face à cette offre dite gracieuse américaine. Alors Voilà. justement, vous m'avez fait savoir que l'UNESCO avait mis les pieds dans le plat concernant la situation des Palestiniens à Jérusalem occupée et Jérusalem-Est. Ouais. Oui, alors en fait, effectivement, l'UNESCO s'est réunie et a pris position contre les destructions de ce patrimoine de l'humanité que constitue la ville ancienne de Jérusalem, qui est l'objet de toutes les destructions, de toutes les violations. Et d'ailleurs, il y a un tunnel qui est en train d'être creusé sous le Masjid al-Aqsa. Et sous l'église de la Nativité. Et en fait, l'UNESCO s'oppose à tout ça et a pris effectivement aujourd'hui une décision qui somme les gens de défendre, de protéger en fait ce patrimoine de l'humanité qui est constitué par Jérusalem et toute la vieille ville de Jérusalem, qui sont un patrimoine de l'humanité entière et qu'il faudrait préserver et ne pas laisser les Israéliens le détruire comme ils voudraient. Voilà. Et suite à cette, je peux dire, suite à ce sommet qui était un véritable fiasco de Manama, oui. Il y a eu une rencontre entre les responsables de sécurité américains, israéliens et russes, où les Israéliens plaidaient après avoir vraiment revendiqué le retour aux règles de 1974 entre la Syrie et Israël. Lorsque Jabhat al-Nusra a été vaincu dans le sud de la Syrie, donc à Konetra et aux frontières du Golan, où ils avaient vraiment plaidé auprès des Russes, ils les ont presque suppliés de retourner, de demander à la Syrie qu'elle revienne aux règles de 1974. Oui. Et là, leurs revendications deviennent de plus en plus grandes. Ils veulent qu'il y ait 50 mètres, des kilomètres de séparation qui les protège soi-disant de la présence iranienne et en Syrie. Oui. Donc,
ils refusent la présence iranienne en Syrie. Ils essayaient de faire pression sur les Russes, enfin de demander aux Russes de faire pression sur la Syrie et l'Iran pour que les Iraniens se retirent en tout cas des frontières proches des Israéliens. Alors, Oui, alors Essar, justement, cette réunion, elle a l'air de s'être assez mal passée, hein. Les Russes ont mis au clair, ou en tout cas répété, je dirais, leur vision concernant cette affaire, hein, le comportement, en tout cas, de la Syrie, c'est-à-dire le comportement légitime de la Syrie à se défendre et à accepter des forces étrangères sur son sol, sans que Israël ou les États-Unis n'aient de légitimité à le contester, hein. Et exactement, face à ça, en fait, la position russe a été, ou la position déclarée et dite et affirmée, ça a été la Syrie est un pays souverain, le gouvernement syrien est un gouvernement légitime, et la Syrie donc a le droit, comme tous les pays, d'inviter qui ils veulent sur leur sol, de se battre contre ceux qui les agressent, donc là, dans la lutte contre les terroristes et de tous les agresseurs. La Syrie a tout à fait le droit d'inviter les Iraniens. D'ailleurs, ils ont affirmé que les Russes aussi étaient, au même titre que les Iraniens, invités sur le sol syrien en tant qu'amis, pour aider à la défense à la défense de la Syrie contre les terroristes. Et donc, ils ne feront rien et ils ne demanderont rien pour Israël, en fait. Donc, il ne faut pas qu'ils rêvent qu'on fasse ça. Et on a une petite idée de l'état dans lequel s'est trouvée cette réunion, c'est-à-dire l'état de tension, hein, l'état je dirais, d'opposition entre les visions russes d'un côté, visions américaines et israéliennes de l'autre. C'est que à la sortie de la réunion, Patrouchev, donc le représentant russe, a lancé un rocher dans le jardin diplomatique américano-israélien en affirmant que l'Iran avait tout à fait le droit de répondre militairement à une violation de sa souveraineté territoriale, et en l'occurrence là il s'agissait de son espace aérien, puisque quelques jours auparavant, les Iraniens ont abattu un avion de surveillance sans pilote, hein, Ouais. alors qu'il était dans une situation je dirais, de furtivité totale. Ce qui signifie que là, il y a un échec cuisant des Américains sur le plan technologique, puisque les Iraniens, avec un système antiaérien de maison, c'est-à-dire de fabrication iranienne, a réussi à détruire, et ils ont même prévenu les Américains en disant qu'ils pouvaient détruire, ils avaient pu, ou ils pouvaient détruire l'avion de surveillance qui l'accompagnait, et qui était occupé par plus d'une trentaine de techniciens et militaires. Donc cette petite pique, quand je dis petite c'est un euphémisme, adressée aux Américains, donne une idée de l'ambiance qui régnait dans la réunion tripartite à Jérusalem, hein. Effectivement, donc cette réunion, elle avait eu lieu juste après le fait que les Iraniens aient intercepté cet avion qui volait d'ailleurs à très haute altitude, à quelques kilomètres d'altitude, hein, faut-il le dire, et d'un côté, de l'autre côté, je rappelle quand même qu'il y a eu en fait les tentatives d'impliquer l'Iran dans les explosions des pétroliers Al-Fujairah, et puis des pétroliers japonais, alors que Shinzo Abe était en visite, ou le premier ministre japonais donc a été en visite en Iran pour la première fois depuis la révolution islamique. Donc, il y avait différentes tentatives persistantes en fait pour casser les relations de l'Iran avec les pays voisins, pour impliquer l'Iran dans un attentat qui n'était pas le sien, etc. Donc, désigner le coupable pour provoquer une guerre et une confrontation militaire entre les États-Unis et l'Iran, ou voire les pays voisins et l'Iran.
L'Iran n'a pas cédé, la Russie aussi, avec complètement les preuves qui montrent que c'était pas l'Iran qui était impliqué dans cette affaire, et que d'un autre côté, l'Iran a été prêt à défendre son ciel et sa terre. En interceptant cet avion américain qui volait à très haute altitude. Donc c'était non seulement un exploit sur le plan technologique, mais Oui. aussi c'était montrer une détermination totale que de toute façon ils s'opposeront à n'importe quelle violation de leur ciel ou de leur territoire ou de leurs droits de toute façon souverains. Ça a été un point important, soutenu dans ce fait par la Russie Oui. et aussi, peut-être dans une moindre mesure et moins affirmative par la Chine. Mais il est certain que Israël se trouvait dans ces petits souliers, Israël qui demandait à ce que la Russie puisse intervenir aussi contre l'Iran pour bloquer l'Iran dans les terres syriennes. Alors là, c'est un point important et un échec cuisant pour moi de la diplomatie, si on peut dire, ou de l'arrogance israélienne et américaine. Oui. Et en même temps, c'est ça qui a aussi très vite motivé, à mon sens, une agression vraiment en très grande, de très grande envergure contre la Syrie, prétendant que c'est contre les dites bases iraniennes en Syrie. Oui. C'était une agression alors combinée israélienne-américaine qui partait à partir des bateaux de guerre américains qui se trouvent dans ces comment dire Dans la qui se trouvent dans les eaux de la Méditerranée et combiné avec des tirs de missiles à partir d'avions israéliens du ciel libanais. Ouais. Donc en fait cette conjonction et à partir du Golan occupé. Donc à partir de 3 axes, il y avait des tirs de missiles, de cruise, qui sont caractérisés par leur très grande destructivité, pouvoir destructif. D'un côté, de l'autre côté, ce sont des missiles qui attaquent à petite altitude, donc ils peuvent ne pas être ce facilement... sont des missiles de croisière, hein, on appelle des missiles de croisière qui planent à basse altitude et qui ont, je dirais, un système de guidage qui leur permet d'attaquer n'importe quelle cible. Ouais. Et effectivement, il faut souligner ici que cette agression est de loin la plus grave, la plus sophistiquée et la plus massive depuis longtemps, hein, et la plus meurtrière depuis longtemps. Ils ont attaqué à plusieurs endroits à la fois. C'était donc à Homs, sur des aéroports de Homs, dans le gouvernorat de Homs, d'un côté, sur Jemraya, en fait, le centre de recherche, sur des lieux aussi autour du centre de recherche, et sur la ville de Sahnaya, qui est dans la banlieue de Massen. Là, ils ont tiré aussi, pas seulement sur la ville, mais aussi pas seulement sur des soi-disant bases militaires, hein, syriennes d'ailleurs cette fois-ci, et ils ont tiré aussi sur les habitations civiles, faisant des morts parmi les civils. Il y a une famille entière qui a disparu, beaucoup de personnes blessées par la violence des déflagrations de ces missiles qui ont été à très forte capacité de destruction. Et il y a eu aussi des martyrs.
de l'armée syrienne et parmi les civils. Donc en fait, cette violence inouïe a été je tiens quand même à dire que la riposte syrienne était aussi beaucoup plus importante que les Israéliens l'avaient prévu, puisque la majorité, enfin un nombre important de ces missiles ont été interceptés. Et on a vu même qu'il y a un missile qui est tombé pas loin de Chypre, hein, même du côté de Chypre. Hein, donc c'est voir, hein, c'est dire à quel point l'agression était importante et la riposte aussi. Je veux dire l'agression, pourquoi c'était ces missiles du côté de Chypre? Parce que les bateaux américains qui envoyaient les missiles n'étaient pas loin de Chypre aussi. Donc ça c'est un point important. Oui. Et puis ça, il faut noter aussi pour la première fois une réaction, une sortie de la part des Russes, hein, qui ont condamné cette agression. Hein. C'est rare de voir la Russie sortir de sa réserve dans ces situations-là. Hein. La Russie a condamné fortement cette agression. Et puis, bien sûr, la Syrie, l'Iran ont condamné aussi. Et tous les pays, le Liban a condamné aussi. Et le Liban a condamné violemment, d'ailleurs, oui, parce que son espace aérien a été violé. Hein, voilà. En plus. Exactement. Même la Turquie, je crois, a condamné du bout des lèvres, mais même la Turquie a condamné aussi cette agression, il me semble. En tout cas, la Turquie, elle avait condamné aussi, elle avait dit qu'ils étaient contre le deal du siècle là, qui est présenté par les Américains. Enfin, ils jouent un double jeu, hein, les Turcs, là, parce que leur présence à Idlib... et l'aide qu'ils fournissent, parce qu'il y a eu un échange de tirs en plus récemment à Idlib. Hein. Enfin, je voudrais pas avancer trop dans le tout à fait. Et puis effectivement, les bases russes aussi ont été agressées. Oui, absolument. Par les terroristes qui sont soutenus par les Turcs. Voilà. Et la Turquie a bombardé les forces syriennes en prétendant que les forces syriennes avaient tiré sur un poste d'observation turc à l'intérieur de la zone terroriste. C'était pas la Turquie n'a pas condamné du tout, non, c'est pas ça. Je crois que j'ai confondu deux phénomènes. D'accord. Mais donc revenons à aux choses qui sont sûres. Effectivement, la Syrie, l'Irak, l'Iran et le Liban ont condamné cette agression. On a demandé est-ce qu'elle soit condamnée aussi par le Conseil de sécurité, par tous les porte-paroles syriens dans les différentes instances. Et puis il y a une plainte qui a été déposée, Sahar, hein, une plainte de la Syrie auprès du Conseil de sécurité pour ça. Bien sûr, il y a toujours une plainte qui est déposée et puis on demande la condamnation, bien sûr, avec une documentation très étayée de l'agression, d'où elle venait, le nombre de victimes, ce qu'ils ont visé et ce qu'ils ont détruit, bien sûr. Bien sûr, systématiquement d'ailleurs, la Syrie le fait. Alors Essar, est-ce qu'on peut dire, parce que vous avez souligné l'intervention des forces américaines auprès des forces israéliennes dans cette agression contre la Syrie, est-ce que là on peut dire que les forces américaines prouvent qu'elles ne sont pas là pour combattre Daesh, mais pour aider les terroristes que l'armée syrienne est en train d'étriller dans le gouvernorat d'Idlib, hein? En fait, oui, en fait, aussi, il ne faut pas nier le fait aussi que cette agression israélienne arrive à un moment où les forces de l'armée syrienne avançaient aussi contre les terroristes, hein, qui, eux, systématiquement violent les accords d'apaisement et systématiquement envoie des bombes et des missiles
Et sur les villages avoisinants, sur les villages du nord de Hama, sur les villages de Homs, sur les villages aussi du gouvernorat d'Alep, en fait. Hein. Et systématiquement, il y a des victimes, il y a des destructions, il y a sans parler des destructions des récoltes, sans parler des destructions des arbres aussi. Tous ces agressions terroristes, hein, ont été, donc, ces derniers temps, l'armée syrienne riposte en attaquant les quartiers généraux de terroristes, hein, en attaquant leurs lignes d'alimentation et en attaquant aussi leurs arrière-plans, leurs arrière-bases, leurs bases arrière. Donc, faisant beaucoup de faisant ou en tuant beaucoup de leurs dirigeants ces derniers temps. Nombre important de leurs dirigeants, des dirigeants d'Al-Nusra, ont été tués. Des quantités très importantes de matériel qui ont été détruits. Là, je tiens à dire, leur matériel a été complètement rénové, ressoutenu, réapprovisionné par la Turquie et par les Américains à travers la Turquie. Donc, en fait, l'armée arabe syrienne à Hama, en fait, en combattant les terroristes, elle faisait face à toutes les forces de l'OTAN et à l'armée turque. Donc, avec des armes qui sont de plus en plus destructives, de plus en plus performantes, de plus en plus qui allaient de plus en plus loin et de plus en plus massacrantes, de plus en plus destructrices. Et ça a été même jusqu'à envoyer des drones chargés d'explosifs sur la base de Hmeimim. En fait, il faut savoir que l'aviation syrienne et russe avait intercepté à plusieurs reprises des dizaines de drones qui se dirigeaient vers Hmeimim, qui se dirigeaient vers Hama, qui étaient sur l'Ataquié aussi, etc. Donc en fait, ça c'est très très important à voir. Et là, effectivement, la Russie commence à se fâcher sérieusement contre la Turquie. Et donc l'avancée syrienne, l'avancée de l'armée syrienne à Idlib actuellement, elle est aussi soutenue, décidée par nos amis russes. Et ça, c'est très très important. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, on sentait que la Russie avait envie de freiner un peu cette libération d'Idlib pour qu'il y ait un accord avec la Turquie et pour que la Turquie puisse arriver à résoudre la question ou à sortir de cette zone d'Idlib de manière pacifique en laissant suite à accord, suite à discussion, à négociation. Mais il se passe que effectivement la Turquie n'a fait que augmenter les forces des terroristes dans la région. Ils sont en train de faire aussi un changement démographique, c'est-à-dire les gens qui habitent à Idlib, ils les font fuir, mais pour apporter d'autres qui viennent de Douma ou ailleurs, et où ils mettent aussi des gens qui viennent de l'intérieur de la Turquie ou des terroristes qui ne sont pas partis et qui ne veulent pas partir, etc. Ils les installent dans des villages. Donc la Turquie est en train de faire ce travail de changement, de modification démographique, d'exaction aussi contre la population à Idlib et dans toute la région de Afrin et ailleurs. Je rappelle qu'ils sont en train de construire aussi un mur
à l'instar du mur de séparation en Israël, à l'intérieur des terres syriennes, et ils disent ça c'est nos nouvelles frontières. Ils sont en train d'imposer le drapeau turc et les programmes turcs à tout le monde. Ils sont en train d'imposer aussi l'identité, les cartes d'identité turques à la population qui est à Idlib. Donc là, c'est vraiment une situation d'occupation et puis de travail de SAP systématique, en fait, je peux dire d'ancrage Oui. de cette occupation de manière systématique, aussi bien au niveau de la culture, au niveau de l'enseignement, au niveau politique et au niveau démographique. Donc c'est très grave ce qui se passe et c'est vraiment ce qui a été dénoncé aussi à plusieurs reprises par les représentants syriens à l'ONU et dans les différentes instances internationales. Et bon, puis tout le monde se tait, et puis sachant que la Turquie est aussi un pays de l'OTAN et que tout le monde est complice avec, enfin tout le monde, tous les pays de l'OTAN sont complices avec la Turquie. Donc maintenant, je peux dire que la Russie commence à bien voir que la Turquie n'a pas du tout l'intention d'appliquer les accords de Sochi qu'ils ont signés avec Poutine et qui devaient, au terme desquels ils devaient quand même sortir d'Idlib au terme de la fin de l'année dernière, la fin de 2018, et que la Russie leur a octroyé, étant donné les difficultés auxquelles ils faisaient face, un certain nombre de mois de délai. Or, en fait, ces délais s'allongent et la Turquie continue, au contraire, au lieu d'aller dans le sens de l'application de cet engagement auquel qu'ils ont signé. Donc, au contraire, ils vont dans le sens complètement inverse, dans le sens de l'installation totale Erdogan et a de joué l'occupation de la Syrie. Erdogan a joué sa crédibilité là, et il a pratiquement plus de crédit, hein, malheureusement pour lui. Hein. Absolument. Enfin bon, de toute façon, c'est un escroc et c'est un menteur et c'est un joueur, effectivement. Et je crois qu'il va récolter ce qu'il a semé. De toute façon, il récolte ce qu'il sème. Et peu importe, moi je suis là pour défendre la souveraineté syrienne et les Syriens sont là pour défendre la souveraineté et le pays et la population. Donc ça c'est un point très important. La décision donc de la libération d'Idlib est prise et elle prendra le temps que ça prendra, mais elle est déjà bel et bien commencée. Les territoires et les villes qui sont libérées ne sont pas du tout des plus faciles d'accès. Ce sont les territoires les plus escarpés et les plus difficiles d'accès. Ce qui veut dire que dans un premier temps, peut-être ça a pris du temps là, mais que la suite va être beaucoup plus rapide et va avancer beaucoup plus rapidement d'ici quelques mois. On peut même dire que d'ici peut-être la fin de l'été, ça sera Idlib sera libéré. Et ça sera aussi le moment où peut-être aussi le nord de la Syrie, le nord-est de la Syrie, côté Hasakeh et Qamishli, sera libéré aussi. Là, j'en profite pour dire qu'il y a un mouvement de la population qui est très important, qui se révolte contre les exactions qui sont menées par FDS, le mouvement Qassad, qui est soutenu par les Américains, par les pays de la coalition aussi, un mouvement donc contre leur domination, contre leur présence. Et il y a des manifestations de la population qui leur demandent de s'en aller et pas seulement, et que surtout tous les Américains n'ont pas du tout à être là. Et ils vont jusqu'à bloquer les routes. Là, aujourd'hui, des grandes manifestations qui ont bloqué les routes et les axes importants.
Il y a donc, en fait, ça bouge énormément et ce n'est pas que l'armée qui défend le pays, parce que la population aussi s'allie à l'armée pour défendre le pays. Et il y a un mouvement de masse, aussi bien donc à Hasakeh, Qamishli et toute la partie nord-est de la Syrie, mais de la même manière au sein de Afrin et Idlib aussi, la population qui commence à se qui commence pas, qui continue à se Oui, parce que rebeller c'est un moment et déjà. contre la présence terroriste C'est très et qui risqué leur demande d'ailleurs, hein. de... Hein? Excusez-moi, Essar, mais c'est très très risqué de leur part, ce qui indique quand même un Absolument, mais les courage. gens risquent, comme dans toutes les résistances, ils risquent, et ils sont avec beaucoup de courage et beaucoup de bravoure, effectivement. À main nue Euh, contre des gens qui sont des criminels, puisque on va faire une parenthèse sur le journaliste syrien qui a été kidnappé par les milices du PKK parce qu'il avait surpris ces milices en train de mettre le feu aux récoltes des Syriens, justement. Effectivement. Vous avez des nouvelles à nous annoncer à ce sujet, parce que Alors sa là, situation continue d'être il a compliquée, été hein. transféré, effectivement, en fait, parce qu'il a filmé ces terroristes en train de brûler les récoltes. D'ailleurs, là, c'est aussi un moyen nouveau là, qu'ils sont en train d'appliquer pour mettre la Syrie à genoux. Aussi, c'est brûler les récoltes, qui était une très bonne récolte de céréales cette année il y a eu des bonnes pluies. Là, ils sont en train de brûler les récoltes de tous ceux qui sont avec l'État, qui défendent le pays. Donc, Mohamed Sarir, qui est un journaliste de l'Akhbariya, les a filmés. Et du coup, donc, ils l'ont kidnappé et ils sont en train de le faire transférer d'une prison à une autre. Il subit les pires exactions. Et malheureusement, bon, bah, là, on plaide pour sa libération et pour la liberté de la presse, hein, parce que les agents d'information de l'Akhbariya, ils mettent bien des brassards, des dossards et des brassards montrant qu'ils font partie de la presse, mais de toute façon, les terroristes de toutes sortes ne respectent rien. Oui, oui. Et ça, c'est un point important aussi, à voir que la population vraiment se rebelle et résiste. Elle résiste et elle l'emporte. Euh, Alors Essar, si vous voulez, parce que le site rep avance, hein, il nous reste à peu oui, le près temps passe. 7 minutes. On Oui. va quand même évoquer ce qui s'est produit récemment, très récemment, à Gibraltar, dans le détroit de Gibraltar, parce que Oui. Oui. les Britanniques ont décidé d'arraisonner un pétrolier qui était destiné à une raffinerie en Syrie. Ce pétrolier, c'est À en fait Banias. du pétrole Oui. iranien, ça vient d'Iran. Oui. Et ils Oui. ont donc arraisonné, ce qui a évidemment déclenché une réaction tout à fait légitime des Iraniens qui estiment qu'il s'agit d'un acte de piraterie, puisqu'il n'y a strictement aucune décision du Conseil de sécurité ou de l'ONU à ce sujet. C'est une décision unilatérale des Américains et surtout des Britanniques qui obéissent à des demandes américaines. Alors, effectivement, le CNN disait clairement que c'était à la demande des Américains que les Britanniques ont arraisonné le bateau, le pétrolier iranien, et dans les eaux internationales de Gibraltar. En fait, c'est une violation pure et simple de la souveraineté aussi et de la circulation, de la libre circulation maritime. Ajouter au fait que le prétexte invoqué est encore pire, puisqu'ils disent c'est il faut appliquer les sanctions. Mais de quelles sanctions il s'agit-il? C'est un diktat et c'est un blocus que les Américains veulent appliquer contre l'Iran. Il n'y a absolument aucune décision internationale, il n'y Oui. a absolument aucune volonté internationale à ce niveau, exprimée en tout cas. Et puis, de la même manière, par rapport à la Syrie.
Donc c'est du pur piratage et du pur banditisme Oui. en fait, hein, puisque c'est tel que c'est exercé. Et il est important de savoir que l'Iran a affirmé que de toute façon c'était une agression et c'était du banditisme et que qu'il procéderait de la même manière vis-à-vis des bateaux britanniques ou qu'il procéderait de la même manière vis-à-vis des bateaux britanniques qui circulent dans le golfe Persique et dans le détroit Oui. d'Ormuz. Oui, ça parce Et que je tiens quand même à dire qu'à ce titre-là, ça fera 10 fois plus mal, aussi bien à tous les pays de l'OTAN, dont l'Europe, donc toute l'Europe, et aux États-Unis, dont l'ensemble de la richesse pétrolière circule aussi par le détroit d'Ormuz. Donc ça, c'est un c'est développement très pas risqué, hein. l'ensemble, mais 80% des richesses mondiales circulent à travers de carburant circulent à travers ce détroit d'Ormuz. Alors, et ça, justement, c'est un développement très risqué de l'actualité, là, pour ce qui concerne la réaction légitime des Iraniens, qui, quand même, préviennent que cette menace sera mise à exécution si les Britanniques ne libèrent pas le pétrolier à raisonner. En sachant bien Absolument. évidemment que beaucoup de gens ne se font pas d'illusions, les Britanniques vont faire la sourde oreille, et il faut s'attendre à ce que la marine iranienne intercepte un pétrolier britannique en réponse. Et évidemment, les Occidentaux, et en particulier les pays de l'OTAN, au premier chef desquels se trouvent les USA, n'attendent que ça pour justifier une agression contre l'Iran, une agression militaire, parce qu'ils auront leur prétexte, hein, tout simplement. En fait, oui et non, parce que moi je pense que personne ne s'aventure à agresser l'Iran, de toute façon militairement, ça c'est clair, parce que l'Iran a montré, pas aussi bien par la force de sa technologie, donc d'un côté, et que par sa détermination d'un autre côté, qu'elle ne se laissera pas faire. Oui, oui, oui. Et donc ça, c'est un point très, très important, que de toute façon, ils l'ont dit et dit clairement que de toute façon, si l'Iran est agressé, de toute façon, Israël disparaîtra en peu de temps. Donc Israël qui est en train de pousser à la roue pour qu'il y ait une agression contre l'Iran, on n'a pas du tout intérêt à ce que ça explose, hein. Ça, c'est donc un point vraiment important. Et puis, Israël sait que l'Iran ne sera pas seul. Il y aura tout l'axe de la résistance qui agira avec l'Iran, puisque nous sommes tous maintenant dans un lien stratégique et de défense systématique de chacun des pays de l'axe de la résistance. Donc ça, je ne pense pas que ça irait aussi loin. Par contre, ça sera des mesures comme ça, larvées d'intimidation, de ceci, de cela, et qui empêchent effectivement qu'il y ait une vie économique et un développement normal d'un côté, et puis de l'autre côté, de l'ensemble des pays de la région. Et là, c'est probable, effectivement. D'accord. Voilà. Alors, Et donc là-dessus, je voudrais quand même dire un point qui est important, c'est que là aujourd'hui, l'Iran, l'Irak, la Syrie se rencontrent aussi pour lancer la construction d'un chemin de fer en fait allant de Latakia à Damas à Bagdad et à Téhéran. Ça, c'est un point, c'est quand même une infrastructure importante qui permet de renforcer les liens d'un côté entre les différents pays de l'axe de la résistance, mais aussi qui permet d'avoir une relation, enfin, à travers les terres, une relation stratégique qui permet d'avoir une coopération sur le plan économique et sur le plan sécurité, sur le plan
stratégique des échanges de toutes marchandises, etc., qui sera très important d'un côté, d'un autre côté qui sera aussi une grande participation et qui sera, je dirais même, l'aile ouest de la route de la soie, donc une ouverture jusqu'à la mer Indienne et puis la Chine par les terres. Donc c'est très très important et c'est une voie ferrée stratégique sur le plan aussi bien économique que sur le plan militaire, sur le plan. Oui, parce que c'est un Et affront donc, contre les Américains, ça. Hein. c'est un pied de nez, comme on peut dire, à toutes les interdictions américaines qui tenaient à ce qu'il n'y ait jamais de chemin direct entre Damas et Téhéran, ou Alep et Téhéran aussi, parce qu'ils ont toujours tenu à ce qu'il y ait Daesh entre les deux, et des poches de Daesh sur les frontières irako-syriennes ou syro-irakiennes, et des poches de Daesh sur les frontières syro-irakiennes du côté de Al-Qayyim, du côté de Boukamal, mais aussi du côté nord, Hasake, Bramishli, etc., c'est-à-dire à l'est de l'Euphrate. Donc tout ceci, c'est en fait c'est un exercice en fait important de la souveraineté de ces pays qui font en fait des accords économiques de structure et d'infrastructure qui serrent leur économie pour arriver à survivre et s'opposer au blocus des pays occidentaux qu'ils exercent sur eux. Donc, de toute façon, ces blocus n'ont aucun effet ou n'auront aucun effet. Voilà. Bien, Essar, je crois qu'on arrive au terme du CITREP. Bien que nous ayons encore malheureusement beaucoup de sujets à aborder que nous ne pourrons pas aborder ce soir. Ouais. Voilà. Ok. Alors, on vous souhaite de bonnes vacances, un bon été, mais je voudrais vous dire quand même qu'il y a quand même un salon international qui se tient à Damas au mois d'août, qu'il y a des conférences scientifiques aussi qui se tiennent en Syrie, dans les différentes villes au mois d'août, et que les sportifs syriens continuent à rafler des médailles dans toutes les occasions, en fait, notamment une dame qui a raflé la médaille d'or au en karaté. fait, de karaté dans les tournois de Malaisie de karaté. Donc les Syriens sont créatifs, résistants et ne seront jamais à genoux. Je vous salue. Merci bien Essar, merci de nous avoir offert ce 65e CITREP et à très bientôt pour le 66e. Bonne soirée. Très bientôt à tous. Merci.